Donc il s'agit d'un spectacle sur le cabaret du Chat Noir. Alors ça peut paraître étonnant pour un ensemble de musique ancienne, mais il faut savoir qu'au cabaret du Chat Noir, donc qui a existé à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle à Paris, il y avait tout un imaginaire sur l'époque Louis XIII, d'une part, et puis d'autre part il y a eu un courant un courant littéraire, on peut dire, qui était lié au groupe de gens qui venaient au cabaret du Chat Noir. Il y avait en fait un milieu artistique assez détonnant même, puisque beaucoup de ces poètes du Chat Noir étaient en fait des fonctionnaires qui travaillaient au ministère. Alors on a toujours l'image du poète maudit dans sa mansarde, qui a froid et qui n'a pas d'argent. Mais en fait, même si ces gens n'ont pas été finalement très riches, ils avaient quand même des conditions. Voilà, quand on lit leurs textes, on s'imagine que c'est des espèces de Baudelaire, tous, mais pas du tout. En fait, il y avait quand même une grande part de ces gens-là qui avaient une vie normale de fonctionnaires, mais qui venaient le soir au Chat Noir s'encanailler et puis lire leurs textes. Et ça a été un mouvement poétique très fécond et artistique, puisqu'il n'y a pas seulement des poètes, mais aussi des peintres, notamment le fameux Henri Rivière, qui n'est pas très connu aujourd'hui, mais qui était vraiment un artiste exceptionnel et qui a mis en place le théâtre d'ombre. Et Benjamin parlait de l'imaginaire historique. Ça vient aussi du fondateur du Chat Noir, Rodolphe Salis, qui est un peintre raté, qui monte à Paris et qui s'installe limonadier et qui a vraiment une personnalité très forte. C'est lui qui va mettre en place ces soirées du Chat Noir. Et donc il a un imaginaire sur l'histoire, il s'invente une généalogie, il s'habille, il se fait peindre en mousquetaire. Enfin voilà, il a un imaginaire très fort autour de Louis XIII. Et notamment au Chat Noir, on trouve ce fameux crâne dont on parle dans le spectacle, qui, d'après Salis, était le crâne de Louis XIII enfant. Donc on est parti un peu de cette idée qui est assez drôle pour construire le spectacle. Une des choses qui nous préoccupe, c'est que surtout la musique ancienne aujourd'hui est souvent réservée à un cercle un peu restreint de public, finalement, les gens qui aimaient la musique ancienne dans les années 80-90. Et ce cercle de fans a du mal à se renouveler. On ne sent pas vraiment que la nouvelle génération suit derrière. Donc il est important aujourd'hui de faire ce travail sur les concerts, mais aussi sur d'autres formes pour toucher un public le plus large possible. Donc Jack et le haricot magique, par exemple, l'idée c'est de présenter la musique ancienne et les instruments anciens aux enfants à travers ce conte. Les poètes du Chat Noir, voilà, c'est pour montrer aussi que... Voilà, Cyrano de Bergerac qui remet finalement sous le feu des projecteurs ce texte, le voyage dans la Lune, l'autre monde, qui est un des premiers textes de science-fiction finalement, et puis une des grandes utopies au XVIIe siècle. Et puis le Chat Noir, c'est aussi pour montrer qu'au XIXe siècle, on a un intérêt pour l'histoire, et c'est aussi des époques où on commence à redécouvrir la musique ancienne, les formes anciennes artistiques. Voilà, une époque très riche de ce point de vue-là, donc ça nous parlait vraiment de travailler sur cette période. Une idée, prochain spectacle déjà, nouveau? Non, il y aurait un désir? Ah bah, des désirs, il y en a plein. Après, là, c'est vrai que L'Heure Verte, c'est vraiment son début, donc on va un peu se projeter sur trouver des dates, essayer de le faire tourner. Mais évidemment, des projets, on en a plein. Nous avons un disque qui va sortir prochainement, des œuvres de Marin Marais, pour viol de gambe et basse continue. Alors Marin Marais, c'est un compositeur qui nous est particulièrement cher. Le nom de l'ensemble, par exemple, La Rêveuse, vient d'une très belle pièce de Marais. Qui se trouve sur le disque d'ailleurs. Qui figure sur le disque. Et ça faisait longtemps qu'on pensait à ce disque. Et puis voilà, ça y est, il est fait, il va sortir. Donc on est très content d'avoir pu l'enregistrer. Et puis le moment de l'enregistrement reste un excellent souvenir, puisqu'on l'a enregistré au château de Chambord. Et donc on avait le château pour nous tous les soirs après la sortie des visiteurs. C'était un très bon moment. Alors, ce qui est intéressant finalement, c'est que tout le monde a vu Tous les matins du monde, et on associe vraiment Marais déjà à un peintre, mais c'est plutôt un imaginaire autour du XVIIe siècle avec la tour. Il y a vraiment dans le film très présent ce style avec Baugin, la tour, donc des peintres vraiment identifiés XVIIe siècle. Et Marin Marais est quand même mort sous Louis XV,
donc il est mort assez tard. Et finalement, on s'est dit pourquoi pas aussi mettre un marin-marais en miroir de Watteau, puisque les derniers livres de viol, qui sont ceux qu'on a enregistrés là, sont vraiment des livres du XVIIIe siècle et exactement contemporains de Watteau. C'est un lien qui est vraiment important et je trouve que ça aide aussi dans l'imaginaire. Des fois, on écoute un concert, on n'a pas d'images qui nous viennent. Et le fait de pouvoir associer, en plus à l'époque, quand les compositeurs écrivaient cette musique, ils avaient en tête tout ce qu'ils pouvaient voir comme images. Les images sont très présentes au XVIIe et au XVIIIe siècle. Et moi, dans ma formation, j'avais un cours au CNSM de Lyon qui s'appelait Art et civilisation, qui était vraiment un cours passionnant, avec un professeur qui mettait en miroir justement les arts ensemble, et on n'étudiait pas l'histoire de l'art d'une manière chronologique, mais vraiment on se disait au XVIIIe siècle en France par exemple, il y a tel courant de pensée, ça va donner ça en musique, et en peinture ça va déboucher sur ça. Je crois que c'est un des grands cours une des choses qui m'ont profondément marqué. Des fois, on a des histoires comme ça avec un prof qui va nous marquer, puis du coup, on va être bon en maths ou voilà, je ne sais quoi. Moi, ça a été ça pour l'histoire de l'art. Et une fois qu'on a fondé La Rêveuse, j'ai dit à Benjamin, il faut absolument travailler avec ce professeur qui est vraiment super et qui a un humour, qui sait faire passer des choses complexes d'assez haute volée à un tout public. Et donc on l'a rappelé. Jean-Philippe Guy. Voilà, Jean-Philippe Guy, il faut le citer. Donc professeur au CNSM de Lyon. Et je l'ai rappelé, il ne se rappelait plus de moi. Et finalement, voilà, il a travaillé avec nous. Il était très, très content aussi de faire ce travail. Et tout à l'heure, on parlait de projets, mais un des grands projets qui nous tient à cœur et qu'on n'a pas encore réussi à monter, faute d'argent, c'est une série de DVD. Parce qu'on a fait des concerts-conférences qui mettent en miroir peinture et musique autour de thématiques, et notre grande idée ça aurait été d'être accessible à un plus grand public, parce que dans les musées il n'y a pas forcément le budget pour faire ce genre de choses, donc on n'arrive pas à tourner autant qu'on voudrait. Et faire une série de DVD, ça serait génial, parce que ça pourrait être acheté par les CDI, les médiathèques, et tout le monde aurait accès à cette série qui mettrait en miroir autour de thématiques précises, la musique et la peinture, par exemple le plein air, le banquet, le portrait, voilà, plein de choses autour de la peinture française. Donc ça c'est un des grands projets. J'espère qu'un jour il verra le jour, mais pour l'instant c'est un peu en stand-by. Et ça nous semble très important en général de pouvoir remettre la musique dans un contexte. C'est vrai qu'on voit beaucoup dans les arts, parmi les plus grands spécialistes, un grand cloisonnement entre les arts. Les ateliers musique ancienne, c'est quelque chose qu'on a mis en place avec La Rêveuse depuis l'année dernière, et ça s'adresse à un public d'amateurs qui font de la musique et qui ont envie de travailler la musique ancienne. Donc il y a surtout, l'année dernière il y avait une chanteuse, un consort, donc un ensemble de viols de gambe. Et puis cette année on prépare un projet qu'on jouera au musée des Beaux-Arts autour de Bois-Mortier, Joseph Baudin de Bois-Mortier, un compositeur du XVIIIe siècle. Du coup on va travailler aussi avec les classes de chant. Donc il y a beaucoup de chanteurs lyriques qui ne connaissent pas le baroque, donc c'est aussi un peu l'occasion pour eux de se familiariser avec ce style. Benjamin est chef de chant au Centre de musique baroque de Versailles, donc il a beaucoup fait travailler les chanteurs sur le style baroque, donc voilà, ça sera l'occasion aussi pour les chanteurs de travailler avec lui. Voilà, d'ailleurs, 3 des chanteurs que vous avez entendus hier sont d'anciens étudiants qui ont passé leur diplôme déjà un petit moment, et qui ont vraiment eu une formation très spécifique en musique ancienne, même s'ils font d'autres choses aussi, ils font aussi du chant lyrique, mais en musique ancienne ils sont vraiment très j'arrive pas trop à dire, aguerri. Très aguerris.